Bonjour à tous. L'entreprise guadeloupéenne est-elle en danger avec cette crise du Covid interminable? Quelle est l'actualité du SNEG en cette rentrée? Que penser du fonds de résilience mis en œuvre par la région au bénéfice des petites structures en difficulté? Dominique Virasamy, le président du SNEG, Sauver notre entreprise guadeloupéenne, est l'invité de Franc-Parler. Dominique Virasamy, bonjour. Bonjour Monsieur Fandéré, bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévision. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, vous êtes un habitué, et donc en cette rentrée on a pensé à vous. Merci vraiment d'être là. L'entreprise guadeloupéenne au sens large appréhendait cette rentrée. Où se situe désormais le danger pour vous, dirigeants de petites structures? Alors le danger se situe depuis fort bien longtemps, parce que la Covid n'est qu'un révélateur d'une situation qui, depuis très longtemps, de nombreuses années, crée une situation compliquée sur notre territoire. J'en veux pour preuve que notre pays, la Guadeloupe, c'est une île, tout le monde le sait, et c'est une île volcanique. Donc nous sommes sujets à des tremblements de terre, parce que nous avons un volcan et autres. Nous avons des problèmes de sargasses, nous avons des problèmes d'eau, ça va être des problèmes de travail dissimulé, d'évasion financière, des problèmes des récits. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui, et quand tout ça est mélangé, ça fait un cocktail explosif. Oui, et quand vous rajoutez le Covid... Quand on met le COVID, la Covid, il y a l'heure ou là, bon, c'est pas grave. Et donc ça vient rajouter une banderille de plus sur les chines des chefs d'entreprise de la Guadeloupe. Oui. La crainte aujourd'hui, c'est de voir de nombreux petits chefs d'entreprise renoncer ou être contraints carrément de cesser leur activité. Alors la grosse difficulté, M. Fandéré, c'est que depuis toujours, puisque je l'ai dit en préambule, nous sommes un petit territoire, comme on dit assez souvent, c'est on met qu'à la vélote. Donc notre économie est une chaîne d'entreprises. Vous êtes un client, vous achetez un vêtement chez moi, avec cet argent-là, moi j'irai acheter mon kilo de poisson, le poissonnier ira chez le coiffeur ira acheter des légumes. Donc c'est l'un qui est emboîté dans l'autre. Et quand la machine est grippée, quand il y a une de ces structures qui ne remplit plus sa fonction, eh bien c'est tout l'échiquier qui tombe. D'ailleurs, j'étais très surpris et un peu exaspéré et en colère d'avoir entendu le ministre de l'Outre-mer dire la chose suivante: si vous voulez percevoir des aides, payez vos cotisations. Je dis bravo, monsieur le ministre, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, expliquez-moi comment je peux faire pour générer des bénéfices si en face, vous avez un préfet qui est obligé de respecter les règles qu'il reçoit de la France, et il ferme les outils de travail, et une fois que ces outils de travail est fermé, moi, je ne peux plus gagner de l'argent, et donc je ne peux plus payer mes cotisations sociales. En plus, j'ai trouvé un peu trivial que ce ministre puisse dire « vaccinez-vous ». Oui. Donc, comme quoi que c'est pas important, l'économie de la Guadeloupe n'a aucune espèce d'importance, c'est le vaccin qui compte. C'est un peu compliqué à comprendre, et donc j'espère un jour qu'il comprendra qu'il a fait une erreur. Oui. Donc, considérant les entreprises maintenant, je crains fort, d'ailleurs, mes collaborateurs comme Alain Nagam, comme Bruno Blandin, avec qui je discute très souvent, le disent sans aucun problème, même M. Véral-Collet. Nous sommes dans une fourchette entre 8 et 13 000 entreprises qui ont et qui vont fermer. Donc ce qui veut dire que quelque part, le chef d'entreprise n'est pas dans un bon tempo. Le gros problème, M. Fandéré, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux enquêtes que le SNEG mène un peu partout, il y a des ressortis un élément assez, comment dirais-je, assez compliqué à comprendre. Vous avez un chef d'entreprise qui loue un espace commercial quelque part. Ça fait 10-15 ans qu'il est là. C'est un endroit stratégique pour lui, puisqu'il y a un passage de clients. Et aujourd'hui, avec le Covid, il ne peut plus payer ses loyers. Or, quand il ne peut plus payer ses loyers, il y a une rupture, en quelque sorte, du contrat de travail, du contrat de location, du bail de location entre le propriétaire et lui. Et aujourd'hui, beaucoup de propriétaires sont capables ou naviguent plutôt vers la rupture de contrat à perte. La rupture de contrat à perte, juste pour récupérer son espace locatif, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes émanant de l'Hexagone pour des gens qui veulent ouvrir des structures en Guadeloupe.
ces chefs d'entreprise qui bénéficiaient de petits loyers, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est là, donc c'était des petits loyers, et je peux comprendre le propriétaire. Je peux le comprendre, puisque quand il fait sa déclaration de revenus, il inclut les revenus locatifs. Ouais. Et aujourd'hui, que nous sommes dans le prélèvement à la source, il est prélevé au mois. Et comme il n'a pas de rentrée d'argent et qu'il ne vit que sur les 2 ou 3 entrées locatives qu'il a, il fait comment ? Et donc aujourd'hui, je suis en passe de demander un rendez-vous au président de région pour voir comment ça pourra être abordé, parce qu'il n'est pas question pour nous que les entreprises puissent fermer comme ça. Justement, que dire des mesures mises en œuvre au bénéfice des entreprises pour les aider à rester à flot? Alors, je suis, pour ma part, puisque je soutiens la région Guadeloupe, et je ne suis pas le porte-parole d'Arichalus ni de la région, mais dans ma fonction de président qui s'occupe des entreprises, j'ai l'obligation et le devoir d'analyser tous les éléments qui sont mis à ma disposition pour pouvoir transmettre les informations au mieux aux chefs d'entreprise. Et il se trouve que parmi tous ces dispositifs présentés par la région, il y en a quelques-unes qui sont très bien, hein, comme le fonds de résilience, sauf que j'ai noté quelque chose qui me gêne un peu. C'est que avant, vous avez plusieurs stades d'entreprise. Vous avez des gens qui sont au micro, des gens qui sont en auto-entrepreneuriat, des gens qui sont réel simplifiés et des sociétés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, selon ce que j'ai compris, ce sont les entreprises qui sont dans une fenêtre, je dis bien une fenêtre, de chiffre d'affaires allant de 50 000 à 1 million d'euros qui pourront bénéficier de ce fonds de résilience. Or, avant la loi Pinel c'est 2017, avant la loi Pinel, les entreprises, les micro-entreprises ne pouvaient pas dépasser 32 800 euros. Et de ce que je sais, puisque nous avons là aussi mené des enquêtes, le seul chef d'entreprise arrivait à peine à 25-30 000 euros par année de chiffre d'affaires, avant la loi Pinel. La loi Pinel étant arrivée, le curseur a été déplacé de 32 800 euros à 70 000 euros. La bonne affaire. Sauf que ce n'est pas parce que le curseur a été déplacé en amont à 70 000 euros que ça veut dire que le chef d'entreprise subitement a eu une croissance de bénéfices. Et donc il est toujours dans sa fourchette allant de 25 à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Comment ce chef d'entreprise pourra-t-il rentrer dans la fenêtre du fonds de résilience de 50 000 euros à 1 million d'euros? La réponse, je peux vous l'apporter puisque j'ai le bonheur quand même de pouvoir discuter avec pas mal d'élus de la région, du département, et j'ai eu élus et administratifs. J'ai eu à discuter avec M. Denis Céleste, qui est en charge de tous ces dispositifs, et il m'a expliqué que justement, actuellement, la région, le président de région va pouvoir en discuter avec vous quand vous allez le recevoir sur le plateau. Il y a une discussion aujourd'hui qui permettra justement à ces petites entreprises qui ne pourront pas atteindre ces 50 000 euros de bénéficier de subventions particulières qui permettront à ces chefs d'entreprise de passer un cap un peu difficile. Très bien. Donc c'est quand même une opportunité à saisir. Oui, c'est une bonne opportunité. Quelle est l'actualité du SNEG en cette rentrée? Vos priorités, toujours le RSI? Oui, toujours, puisque c'est notre cheval de bataille. Et donc, je m'accorde à faire que ça, même si parfois je dévie sur la question de l'eau. Mais je suis centré et concentré sur la question du RSI. Eh bien, il y a de bonnes nouvelles, puisque ça fait un moment que j'en parle à qui veut l'entendre. Nous avons demandé, le SNEG a demandé au député Max Mathiazin de demander une mission parlementaire à l'Assemblée nationale sur la question des dysfonctionnements du RSI. Et le député Mathiazin, que je remercie, a rencontré ses collègues Olivier Servat, Justine Bénin et Hélène Vainqueur, et les quatre se sont fondus d'un document, d'une lettre à Richard Ferrand, demandant justement en vertu de l'article 154, je dis ça de mémoire, peut-être que je crois que c'est l'article 154 alinéa 4, de déclencher une mission parlementaire qui permettra de faire la lumière sur les dysfonctionnements du RSI. Et en effet, le président de l'Assemblée, M. Richard Ferrand, n'a peut-être pas été pour l'instant dans ce sens-là, mais le président a demandé à sa commission des affaires sociales de l'Assemblée de déclencher des auditions concernant spécifiquement
les dysfonctionnements du RSI. Donc c'est la preuve que nous avions raison de tenir tête et de garder espoir, puisque à partir du moment que l'Assemblée nationale, qui a moult dossiers à voir quotidiennement, ne va pas s'enterrer à s'embêter à aller vers une enquête qui est bancale. Donc si l'Assemblée nationale décide d'ouvrir des auditions, c'est parce qu'ils reconnaissent quelque part qu'il y a réellement des dysfonctionnements. Et cela tombe très bien, parce que nous attendions quelque part un signal, un feu sacré qui pouvait s'allumer quelque part, puisque nous voulions absolument nous voulons justement depuis des années aller en justice contre le RSI. Mais quand vous déposez une plainte, il faut que cette plainte soit recevable. Et donc pour l'instant, même si nous sommes forts de nos arguments et de nos preuves, nous voulions ce bâton qui nous permettra de nous appuyer, pouvoir marcher. Et ainsi, nous sommes fondés aujourd'hui à déposer une plainte, puisque nous avons cette ouverture par rapport à ces auditions. Donc, le SNEG continue à irriguer ces informations, puisque quand j'ai discuté avec un ou deux élus, ils m'ont dit à moi, oui, mais pour que ça passe bien, il faut que ce soit national. Je répète, puisque j'ai eu l'occasion de le dire sur ce plateau, le SNEG est présent dans un syndicat basé à Lorient, un syndicat qui est dans l'Hexagone, qui s'appelle UNIS, Union nationale des indépendants solidaires. Et c'est moi qui irrigue le syndicat, plus les autres associations de l'Hexagone, pas moins d'une quarantaine d'associations de l'Hexagone, c'est moi qui irrigue ces associations avec les informations que je peux mener, les combats que je mène et les réponses que j'ai, c'est moi qui irrigue. Donc nous sommes à peu près une cinquantaine dans l'Hexagone, y compris dans les DOM, puisque je suis responsable au niveau de l'UNIS des relations avec les Outre-mer. Et donc aujourd'hui, tous les présidents d'associations sont pratiquement à l'unisson avec moi pour dire qu'il faut aller au tribunal contre le RSI, parce que je dis que le RSI a utilisé un logiciel, on en a déjà parlé, a utilisé un logiciel qui était défaillant, et la sécurité sociale continue à réclamer des créances à des chefs d'entreprise sur la base de ce logiciel qui était vérolé. Et donc aujourd'hui, tout préjudice doit être réparé. Très bien. Dominique Virasamy, comment voyez-vous l'économie de la Guadeloupe après le Covid? Comment se projeter dans l'avenir? Alors je ne vais pas vous étonner, Monsieur Fandéré. Personnellement, dans mon domaine, je suis déjà dans le jour d'après. Parce que on a trop l'habitude de se morfondre sur soi et de dire oui, c'est une fatalité, bon, les choses n'avancent pas, puis il y en a qui restent comme ça. Non. On a parlé des dispositifs de la région tout à l'heure. Je le dis à tous les chefs d'entreprise. La région a mis en place des subventions permettant à ces chefs d'entreprise d'acquérir du matériel neuf. Et donc, quand je parle du jour d'après, il faut que ces chefs d'entreprise se rapprochent de la région. C'est aujourd'hui qu'il faut faire les demandes pour que vous puissiez avoir votre matériel neuf et vous préparer au jour d'après. Moi, dans mon domaine professionnel, je suis déjà dans le jour d'après. Je prépare ma rentrée officielle. Et donc, dès que nous sortirons de confinement et carrément de pandémie, je l'espère un jour, je serai prêt à pouvoir affronter mon public sans aucun problème. Non, je le dis, nous gardons espoir parce que nous avons une économie particulière. Nous avons des chefs d'entreprise qui sont engagés sur le devenir économique de notre pays, puisque même M. Blandin aujourd'hui, et même l'ancien préfet M. Gustin, étaient d'accord pour parler d'autonomie économique. Ça veut dire que les Guadeloupéens ont ce savoir-faire, ils ont l'engagement, et moi je crois sincèrement que nous pourrons nous en sortir, parce que le Guadeloupéen n'est pas quelqu'un qui met un genou à terre comme ça. Il y a quelques mois, vous avez semblé vouloir tout lâcher au niveau du SNEG. C'est un moment d'égarement, de faiblesse? Non, pas du tout, parce que vous avez raison de revenir là-dessus. Parce que, quand je l'ai dit, je n'avais pas encore fait ma réunion en visio avec les chefs d'entreprise, puisque
dans ma banque de données, j'ai grosso modo à peu près 500 adhérents, sympathisants, plutôt sympathisants, puisque ce sont des adhérents qui sont devenus sympathisants parce qu'ils ne payent plus leurs cotisations, mais je dois avoir à peu près 80 chefs d'entreprise à jour de cotisation, avec une banque de données de près de 500 chefs d'entreprise. Il se trouve que j'en avais un peu marre de voir que quand je communique avec notamment mes adhérents ou certains élus de la Guadeloupe ou même d'autres instances, je parle des instances nationales, et j'avais l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Et donc j'ai dit, bon, ben moi j'envoie tout valdinguer, et puis moi j'en ai marre et je veux arrêter. Je remercie quand même une trentaine de chefs d'entreprise qui sont venus de manière séparée chez moi, me dire non, on n'a pas le droit de céder, on a besoin de toi. On a besoin de toi, et j'avais fait référence à l'époque au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, où j'étais candidat. Je n'ai pas connaissance qu'il y avait d'autres candidats, mais moi je sais que j'étais candidat. J'avais informé beaucoup d'élus, et j'avais eu des lettres d'accompagnement tant de M. Servat que Mme Bénin, que M. Théophile, Max Mathiazin, Bruno Blandin. Et donc ce n'est pas des moindres, ce sont des lettres d'accompagnement, et j'en ai informé la région qui avait une voix à porter. Eh bien, je n'ai pas été suivi, je n'ai pas été accompagné, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui la Guadeloupe n'est pas représentée au CESE, et c'est un drame. La première fois que la Guadeloupe n'est pas représentée, parce que j'estime que c'était ma place d'être au CESE pour apporter ma contribution, pour pouvoir faire décoller un peu notre situation économique. Ça ne veut pas dire que j'aurais réussi, mais j'aurais apporté aux Guadeloupéens des informations et j'aurais défendu des dossiers au maximum. Et j'étais prêt à le faire puisque j'ai toujours de bonnes relations avec la région Guadeloupe. Je n'accuse personne, je ne rends personne responsable. Je dis que c'est dommage que nous ayons perdu cette opportunité d'avoir cette voix au CESE. Donc, ce qui veut dire que tout est rentré dans l'ordre. Je me suis recentré sur mon combat. Et donc, le SNEG continue, et je suis très fier de représenter les chefs d'entreprise de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu une très belle discussion, si vous permettez de prendre une minute. J'ai eu une très belle discussion avec Mme Marie-Luce Panchard, et nous parlions justement de l'économie de la Guadeloupe. Et je rappelais que Mme Girardet, à l'époque, avait dit qu'il faut ouvrir les discussions sur, comment dirais-je, la fiscalité en Guadeloupe, puisque beaucoup de personnes le disent, tant Mme Girardet, même M. Yakou, ancien directeur de la Sécurité sociale, dit que notre relation économique avec la France, c'est pas celle-là qu'il faut avoir. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il faut changer le mode de transmission. Et nous avons discuté, et il en est sorti qu'il faille absolument écrire une loi spécifique aux DOM, pas une loi pour la Guadeloupe, on ne peut pas faire une politique à la carte. Mais autant la France peut créer des dispositifs et des lois comme ça a été dans le passé, avec la LODEOM, la LOUM, la loi Notré. D'ailleurs, ceci dit en passant, je suis tombé sur un article dernièrement qui démontrait que la loi Notré a été un échec total. Donc je vais vous envoyer ce document, M. Fendéré. Et donc toutes ces lois qui ont été plaquées sous notre économie Guadeloupe ont échoué, puisque depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, notre chômage oscille entre 50 000 et 60 000 chômeurs. Donc ce qui veut dire que ces dispositifs et ces lois n'ont rien apporté de bénéfique à notre économie Guadeloupe. Donc la seule solution aujourd'hui, il faut créer une loi spécifique. Alors, ce qu'elle m'a dit. Bon, à quelques mois de la présidentielle, le timing paraît un peu court. On va faire ça dans l'autre présidence, mais on ne lâche pas l'affaire. Et de ce qui a été dit avec Mme Panchard, et je suis d'accord avec elle, pour que cette loi puisse passer, il faut qu'il y ait un constitutionnaliste qui écrive la loi. Parce qu'elle l'a dit, elle ne sait pas écrire la loi et moi non plus. Mais je pense sincèrement que nous avons des personnes en Guadeloupe qui soient capables aujourd'hui d'écrire au moins les premières lignes de la loi. Nous avons par exemple Raphaël Lapin, qui est un économiste, qui a été attaché parlementaire, qui est à la région.
Et donc, d'ailleurs, à ce titre-là, je vais rencontrer Raphaël Lapin et Alan Nagam ce mercredi, puisque nous allons débattre de ça ensemble. Et donc, mais une fois que ces premières lignes sont écrites, il faut le confier à un constitutionnaliste comme Stéphane Diemer. Je crois, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est Mme Panchard qui m'en a parlé. C'est ce constitutionnaliste qui a écrit la loi qui a permis à Saint-Barthélemy de devenir PTOM. Parce que cette loi-là, quand elle va arriver devant la Constitution, il faut que ce soit une loi irréprochable. Donc, quelque part, il faut absolument que nous puissions écrire cette loi, que les députés et les sénateurs puissent la défendre. Oui, hein, et qu'il y ait surtout un consensus autour. Un consensus autour. Très bien. Voilà. Merci Dominique Virasamy d'avoir été notre invité. C'est moi. Je pense que c'est moi qui ai ouvert comment dirais, cette saison. Non? Oui, non, elle avait déjà démarré lundi dernier. Ah bon, d'accord. Donc vous êtes en deuxième semaine. Voilà, je suis content quand même de faire partie du wagon de tête et puis je continuerai et j'invite évidemment nos téléspectateurs à continuer à regarder Éclair Télévision. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'être fidèles à notre rendez-vous franc-parler sur Éclair TV. L'actualité continue sur votre chaîne locale.